pour les poussins. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode Chair de poule. Aujourd'hui je vais introduire un nouveau concept. Je vais vous raconter 3 histoires, mais parmi ces 3 histoires, seulement 2 sont vraies. Il faudra donc deviner quelle histoire parmi les 3 est fausse. J'espère que ce nouveau concept vous plaira, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas également à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et bien sûr de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et c'est parti. Première histoire. Papa est rentré. C'est l'histoire de Charlotte qui avait 16 ans à l'époque. Et elle dit que cet événement s'est déroulé il y a 9 ans. Elle et sa famille vivaient dans une banlieue à côté de Los Angeles. C'était un quartier où il faisait bon vivre. Les voisins étaient tous sympas et très accueillants. Le père de Charlotte travaillait de nuit dans un hôpital. Donc, de 6h30 du soir jusqu'à 7h30 du matin, n'étaient présents que Charlotte, sa mère, sa sœur de 12 ans et son frère de 8 ans. Un soir, ils ont cuisiné tous ensemble, écouté de la musique, bref, ils ont passé une très bonne soirée et tout le monde est allé se coucher vers 21h. Au bout d'un moment, Charlotte a été réveillée par un bruit métallique provenant de la porte d'entrée. Charlotte dit que des fois son père rentrait plus tôt du travail et qu'il était à la maison avant 7h du matin. Elle ajoute que sa porte d'entrée avait en son centre une immense plaque de verre opaque et on pouvait voir à travers, des deux côtés, si quelqu'un se trouvait derrière. La porte était très vieille, donc il fallait pousser très fort pour qu'elle s'ouvre, même quand elle était déverrouillée. Charlotte raconte que sa mère a également entendu ce bruit métallique qui provenait de la porte d'entrée. Pensant que c'était son mari qui était de retour et qui avait donc des difficultés à ouvrir la porte, elle est sortie de son lit et s'est dirigée vers la porte d'entrée. Et dès que la mère de Charlotte a allumé la lumière de l'entrée, elle a dit « Chérie, c'est toi ?» À ce moment précis, elle a vu la silhouette derrière la porte sursauter. Encore un peu dans les vapes, la maman de Charlotte s'est rapprochée de la porte d'entrée et était sur le point d'aider son mari à l'ouvrir lorsqu'elle a remarqué que la personne se trouvant derrière la porte, et supposée être son époux, faisait la même taille que lui, mais avait une plus grosse masse de cheveux et était plus corpulent. Au moment où l'homme a vu la mère de Charlotte s'approcher de la porte d'entrée, il a non seulement essayé d'ouvrir la porte en appuyant sur la poignée, mais s'est également jeté contre la vitre de la porte comme si il voulait la défoncer. Charlotte, qui était toujours dans son lit, a entendu sa mère hurler. Elle s'est donc assise sur son lit et a entendu les pas de sa mère dans le couloir, puis l'a vue se diriger vers sa chambre à coucher. La mère de Charlotte est ressortie avec un revolver que le père de Charlotte lui avait offert pour son anniversaire. En voyant ça, Charlotte a réalisé qu'il se passait quelque chose de grave. Elle a donc pris son téléphone et a appelé la police. Et elle a pu apercevoir sur son écran qu'il était 1h30 du matin. La mère de Charlotte, arrivée devant la porte d'entrée, a brandi son arme à feu et a dit « Qui que vous soyez, si vous continuez à essayer de rentrer chez moi, sachez que j'ai une arme à feu et que je n'hésiterai pas à l'utiliser. » Toute la famille était maintenant réunie devant la porte d'entrée. L'individu, en entendant ça, a fixé les silhouettes de Charlotte et de sa famille. Puis, il a à nouveau foncé vers la porte pour la défoncer. La mère de Charlotte a alors crié « J'ai un revolver qui est chargé et la police sera là d'une minute à l'autre. Et si vous insistez, je n'attendrai pas que vous soyez à l'intérieur pour tirer. » L'homme, face à cette dernière déclaration, s'est arrêté net et s'est enfui. Charlotte est restée en ligne avec la police pendant que sa mère continue de pointer son revolver vers la porte d'entrée. Quelques minutes seulement après que l'intrus se soit enfui, 2 officiers de police en uniforme se sont présentés devant leur porte et ont frappé. Charlotte a réalisé à quel point sa mère était terrifiée lorsque celle-ci a dit aux policiers d'une voix tremblante « J'ai une arme à feu et je voudrais, avant de vous ouvrir la porte et poser mon arme, connaître vos numéros de badge pour que la personne de la police que j'ai en ligne confirme que vous êtes bien des officiers. » Les 2 policiers se sont exécutés et la mère de Charlotte a déchargé son pistolet et l'a déposé sur la table du salon en pleurant pendant que Charlotte ouvrait la porte aux policiers. Les officiers de police ont pris leur déposition et plusieurs patrouilles de police en voiture ont fait le tour du quartier et ont fini par retrouver l'individu quelques heures plus tard et les policiers l'ont surpris en train de cambrioler un couple de retraités que l'individu avait assommé juste avant. Depuis ce jour-là, Charlotte dit qu'elle déteste les portes avec une vitre en son centre et que évidemment après cet événement, les parents de Charlotte ont fait changer la porte d'entrée et ont installé une porte très blindée et ont aussi installé des caméras ainsi qu'une alarme. Deuxième histoire.
Dernière retrouvaille. C'est l'histoire de Francis qui raconte qu'il vit dans un petit village qui se trouve à 20 minutes d'un grand complexe de bâtiments abandonnés. Francis dit que cet endroit est sympa à explorer, surtout quand on est gamin. Il dit qu'il a maintenant 18 ans, mais qu'il a pratiquement grandi ici, passant tous les étés dans cet endroit avec son groupe de potes. Et maintenant qu'ils sont plus âgés, ils n'y vont pratiquement plus. Francis ajoute qu'il a tellement traîné dans ces bâtiments abandonnés que ça fait bien longtemps qu'il n'est plus effrayé par ce genre d'endroit. Il dit aussi que lui et ses amis n'ont jamais croisé personne lorsqu'ils étaient là-bas et que c'était un peu comme leur endroit à eux. Un soir, Francis passait la soirée chez lui avec un ami d'enfance, Dan. Ils allaient à la rentrée étudier dans 2 universités différentes. Tous les deux se sentaient nostalgiques et ont commencé à parler de leur enfance et en particulier de toutes ces fois où ils sont allés traîner dans ces bâtiments abandonnés. Et à force d'en parler, et malgré leur tardive, ils ont décidé sur un coup de tête de sauter dans la voiture et d'aller là-bas. En arrivant sur place, il faisait totalement noir et ils n'avaient pas de lampe torche. Ils avaient seulement leur flash de leur téléphone pour les éclairer. Ils se sont dirigés vers le bâtiment dans lequel ils allaient le plus souvent lorsqu'ils étaient enfants. Ils ont commencé à explorer tout en parlant et en rigolant assez fort. Au bout d'un moment, alors qu'ils étaient assez loin dans le bâtiment, ils ont entendu un bruit étrange résonner, comme si quelqu'un frappait l'une contre l'autre des barres de fer. Et ils ont arrêté de parler pour essayer de comprendre ce que ça pouvait être. Pour se rassurer, Francis a chuchoté à Dan. Oh, je suis sûre que c'est rien, ça doit juste être le vent qui doit faire cogner un truc contre un autre. Sauf que le bruit métallique a repris et on pouvait entendre clairement que le rythme était reconnaissable, comme le rythme d'une chanson. Francis et Dan se sont regardés paniqués. Ils n'étaient clairement pas seuls dans ce bâtiment. Ne sachant pas les intentions de l'individu, ils se sont dit qu'il ferait mieux de s'en aller. Le bruit métallique continuait de résonner autour d'eux sans qu'ils puissent définir d'où ça venait. Ils ont donc rebroussé chemin et ont marché le plus doucement possible pour ne pas se faire repérer. Mais à un moment, Francis a buté contre une bouteille en verre, qui a alors roulé assez bruyamment le long du sol. À ce moment précis, le bruit métallique a immédiatement cessé. Francis et Dan n'ont plus bougé et ont tendu l'oreille pour essayer d'entendre si quelqu'un s'approchait. Au bout de quelques minutes de silence, n'en pouvant plus d'attendre, Francis a dit à Dan. Bon, on n'a qu'à partir en courant parce que de toute façon on est repérés là. Dan lui a répondu. Ouais, t'as raison. Ils ont alors foncé vers là où se trouvait la sortie, puis ils se sont arrêtés net lorsqu'ils ont vu devant eux une silhouette. Comme il faisait noir, Francis a tendu son téléphone vers elle. Ils ont pu apercevoir un homme torse nu avec une très longue barbe. Ébloui par le flash du téléphone de Francis, l'homme s'est caché le visage puis a hurlé. Sortez de chez moi! Puis il a brandi en l'air 2 immenses barres de fer et tout en criant, il a foncé vers Francis et Dan. Pris de panique, Francis et Dan ont fait demi-tour et ont foncé vers une pièce où il y avait encore une porte. Puis ils l'ont refermée derrière eux et se sont appuyés contre elle pour empêcher l'individu d'y pénétrer. L'homme a tambouriné contre la porte en hurlant. Sortez de chez moi ou je vous massacre! Dan a composé le numéro de la police pour demander de l'aide, mais tremblant de peur, a fait tomber son téléphone sur le sol. En voyant ça, Francis lui a dit « Laisse tomber la police, on est loin de tout. Ils vont mettre 1 heure à arriver. Regarde plutôt dans la pièce s'il n'y a pas un truc avec lequel on pourrait se défendre. » Dan a commencé à fouiller la pièce, puis a fini par trouver une grosse bouteille en verre. Il est revenu vers Francis et il a dit « À 3, tu ouvres et je l'assomme avec. » Francis a hoché la tête en signe de réponse. Puis ensemble, ils ont dit 1, 2, 3 et ils ont ouvert la porte d'un coup sec. L'homme, qui tambourinait toujours contre la porte, est tombé en avant. En voyant ça, Dan a fait tomber la bouteille et a crié « Merde !» Puis, ils se sont mis à courir le plus vite possible et ont atteint l'entrée principale du bâtiment. En franchissant la porte, ils ont entendu l'homme hurler. Ils ont alors foncé vers la voiture sans se retourner. Francis dit que depuis cette nuit-là, il n'a plus mis le pied dans ce complexe et que maintenant, il évite vraiment d'aller dans des endroits abandonnés, surtout la nuit. 3e histoire. Le nouveau colocataire. C'est l'histoire de Maggie qui raconte que cet événement s'est produit il y a 2 ans. Elle avait emménagé dans un nouvel appartement dont les murs étaient très fins. Et en raison des lois de la sécurité incendie dans son pays, la chambre de Maggie n'avait qu'une fenêtre qui donnait sur le salon. Dans sa chambre, il n'y avait donc pas de fenêtre qui donnait vers l'extérieur. Elle explique que ce détail est important pour la suite. L'appartement était composé de 3 chambres. Une pour le locataire principal, Shane,
Une pour Maggie donc, et la dernière qui était inoccupée depuis peu. La personne qui occupait cette chambre était un mec vraiment très sympa, mais il a eu un problème avec son visa de travail et a dû retourner au Canada. Maggie et l'autre locataire avaient seulement 2 semaines pour trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. L'option la plus rapide et la plus facile était le site Craigslist. Pour les gens qui ne connaissent pas Craigslist, on va dire que c'est un peu comme le Bon Coin, il y a vraiment des annonces de toutes sortes. En raison de ses horaires de travail, Maggie n'a pas pu être présente lors des visites des personnes qui étaient intéressées par la chambre. Elle n'a donc pas pu donner son avis pour le choix du nouveau locataire. Mais voilà, elle était contente de savoir qu'il allait emménager bientôt. Le nouveau colocataire s'appelait Owen. Et Maggie dit qu'il avait l'air un peu bizarre, mais qu'il était gentil. Il était très grand et très costaud, mais était très silencieux. Maggie précise que voilà, Owen n'était pas le genre de personne avec qui elle avait envie de passer du temps. Mais voilà, ça ne la dérangeait pas de faire la conversation de temps en temps pour être cordial. Au bout de 2 semaines, après que Owen ait emménagé, le locataire principal, Shane, est parti en voyage à Hawaï. Maggie allait donc rester seule avec Owen pendant 1 mois, durée du voyage de Shane. Maggie dit que pendant les premiers jours, tout était normal. Mais au bout du 4e jour, elle s'est réveillée en sursaut à 8h du matin par des cognements contre la porte de sa chambre. Elle s'est donc levée et lorsqu'elle a ouvert la porte, elle a vu Owen, l'air exténué, qui se tenait devant elle. Et, avec un regard froid, il lui a dit « Tu peux me dire ce qui s'est passé hier soir ?» Maggie, désorientée et assez choquée, a répondu à Owen. « De quoi tu parles? Hier soir, je suis rentrée du boulot à 21h. J'ai pris une douche et je suis allée directement me coucher. » Owen a répliqué. « Je t'ai entendu te disputer avec quelqu'un dans la chambre. Et je t'ai vu par la fenêtre te prendre la tête avec le propriétaire de l'appartement. Et j'ai entendu plein de gens entrer et sortir de l'appartement. » Maggie lui a rétorqué. « Mais pas du tout. J'étais seule toute la nuit dans ma chambre. Et je n'ai jamais rencontré le propriétaire en plus de ça. » Face à cette réponse, Owen a fixé Maggie pendant plusieurs secondes, puis est parti sans rien dire. Le matin suivant, Owen a à nouveau frappé à la porte de Maggie, mais cette fois-ci, il lui a dit qu'il a entendu se disputer avec son petit ami, alors que Maggie était célibataire, l'avait entendu discuter avec le locataire principal Shane, qui est en vacances à Hawaï, et Owen lui a même demandé le numéro du badge du policier avec qui Maggie discutait, car apparemment il a aussi vu Maggie parler avec un groupe de policiers. Cette fois-ci, Maggie s'est mise en colère et lui a dit « Écoute, ce que tu dis n'a aucun sens. Et j'étais seule toute la nuit dans ma chambre. Tu délires complètement là. » Owen a pris un air bizarre et lui a répondu « Je pense que j'ai fait une crise dans mon sommeil. La prochaine fois que ça arrive, appelle une ambulance. » Puis, Owen s'est éclipsé un petit moment. 1 heure plus tard, il est revenu à la charge et a frappé à nouveau à la porte. Lorsque Maggie lui a ouvert, il a répété la même histoire mot pour mot. Il a recommencé une 3e fois le même discours juste avant que Maggie aille travailler. Et cette fois-ci, elle lui a dit de lui foutre la paix. Maggie, après sa journée de travail, était un peu réticente à retourner chez elle, mais elle était tellement crevée qu'elle n'avait pas le courage de trouver un autre endroit où passer la nuit. À 1h du matin ce soir-là, Maggie a été réveillée par des portes qui claquent. Owen faisait des va-et-vient entre sa chambre, le salon et la porte d'entrée. Il entrait et sortait de chaque pièce en allumant et en éteignant les lumières, marmonnait sur un ton énervé et claquait les portes. Maggie pouvait voir la silhouette d'Owen qui faisait les 100 pas à travers la fenêtre de verre opaque de sa chambre qui donnait sur le salon. Comme la chambre de Maggie était plongée dans le noir, Owen ne pouvait pas voir à l'intérieur de son côté. Et soudain, Owen a hurlé. « Je peux plus continuer comme ça. Pourquoi tu me fais ça ?» Maggie, pensant qu'il était au téléphone, n'a rien répondu. Quelques secondes après, Owen a crié. « Maggie! Maggie! Maggie !» En entendant ça, Maggie a réalisé qu'Owen n'était pas au téléphone, mais qu'il s'adressait à elle. Maggie savait qu'il fallait qu'elle parte d'ici. Elle est sortie de son lit, s'est changée et a préparé un sac avec ses affaires de travail. Elle avait presque fini lorsqu'elle a entendu Owen hurler. « Je t'entends !» Puis, il a foncé vers sa chambre et a cogné contre le mur à côté de sa porte. Maggie a regardé sa fenêtre et a vu la silhouette d'Owen se pencher, puis il a collé son oreille contre la vitre. Maggie était terrifiée. Elle s'est assise sur son lit et n'a plus bougé. Owen a hurlé à nouveau le prénom de Maggie, puis a refait les 100 pas entre sa chambre, le salon et la porte d'entrée. Les chaussures de Maggie étaient accrochées à un portant derrière sa porte de chambre, et savait donc qu'en sortant, ça allait lui prendre un petit peu de temps pour les récupérer, les enfiler et courir. Pendant qu'elle mettait en place son plan dans sa tête, Owen a cessé de faire des va-et-vient et il a crié. « Tu veux qu'on se batte pour régler ça? Sors de là et je te jure qu'on va se battre. » Maggie dit qu'elle était toute petite. Elle mesurait 1m52 et Owen était 3 fois plus grand qu'elle. Donc elle n'avait pas du tout envie de se battre avec lui. Au bout de quelques minutes, Owen a éteint toutes les lumières,
Puis Maggie l'a entendu ouvrir la porte de sa chambre et la refermer. Puis, ça a été le silence complet. Maggie a entendu un petit moment, écoutant s'il y avait le moindre mouvement, a pris une grande inspiration, a ouvert sa porte rapidement, a récupéré ses chaussures, puis a levé les yeux et a vu Owen debout dans le couloir. Il était torse nu, portant seulement un caleçon et des chaussettes. Owen lui a dit « Madame, nous devons parler. » Évidemment, Maggie a refusé. Elle a foncé vers la porte d'entrée, les chaussures à la main, et a couru 500 mètres dans la rue avant de les enfiler. Elle s'est retournée et elle a vu Owen devant l'entrée principale, qui l'a regardé sans bouger. Par chance, Maggie avait une amie qui vivait à quelques rues d'ici. Elle s'est donc rendue là-bas et a passé la nuit chez elle. Elle a séjourné là-bas pendant une semaine, le temps d'en parler au locataire principal Shane. Owen était d'accord de partir à la fin de la semaine. Il a par contre précisé qu'il ne se rappelait de rien, à part de vagues souvenirs, mais ne savait pas si c'était vrai ou pas. Mais voilà, il croyait Maggie malgré ça. Le jour où Owen a quitté l'appartement, il a envoyé une photo des clés posées sur la table à Maggie avec juste le message « Je suis partie », rien de plus. Maggie a demandé à un ami de l'accompagner à l'appartement au cas où Owen était toujours présent. En arrivant là-bas, ils ont découvert que non seulement Owen a laissé une tonne de nourriture et de meubles, mais qu'il a aussi arraché toutes les alarmes d'incendie du plafond, dévissé et enlevé le verrou de la porte de la chambre de Maggie, et a laissé tout ça soigneusement aligné sur la table du salon. Puis ils ont réalisé que la porte d'entrée ne pouvait être verrouillée que de l'extérieur. Et Maggie avait dû la déverrouiller en arrivant, ce qui veut dire qu'Owen avait toujours un double des clés. Maggie a immédiatement contacté un serrurier pour la faire changer. Mais même après avoir fait changer la serrure, Maggie était toujours terrifiée de rester dans l'appartement toute seule, Shane étant toujours en vacances à Hawaï à ce moment-là. La nuit, elle barricadait la porte de sa chambre avec des chaises et d'autres meubles. Malgré tout, encore aujourd'hui, Maggie s'inquiète de l'état psychologique d'Owen, mais elle se demande ce qui se serait passé si, ce soir-là, elle n'avait pas réussi à s'enfuir. Voilà, j'ai terminé de vous raconter les 3 histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. Je vais donc vous révéler quelle est l'histoire que j'ai inventée. Et c'est donc la 2e histoire. Voilà. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez réussi à trouver et également de me dire quelle est l'histoire qui vous a fait le plus peur. Personnellement, l'histoire qui m'a fait le plus peur, c'est la 3e histoire. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette histoire de colocataire taré, j'ai un petit peu, on va dire, expérimenté ça quand j'étais à Los Angeles. C'était pas à ce niveau, c'est-à-dire que c'était juste un pervers narcissique, mais j'ai eu cette peur, voilà. J'ai eu une fois où il voulait entrer dans notre chambre, on s'était enfermé parce qu'il était très agressif. Et on avait trop peur qu'il défonce la porte parce qu'il était vraiment dans un état... Dans sa tête, ça n'allait pas du tout. Si vous voulez en savoir plus, allez regarder ma vidéo sur mon expérience avec un pervers narcissique. C'est une story time. Et vous verrez que c'est une histoire de fou. Mais voilà, c'était un mec qui avait des gros problèmes dans sa tête, qui en a toujours, hein, parce que ça ne se règle pas comme ça. Mais on va dire que j'ai expérimenté un peu ce genre de sensations très flippantes. Et encore, j'étais pas seule, moi. Donc j'imagine même pas comment a pu être Maggie, parce qu'elle était seule dans l'appartement, sa chambre, à devoir gérer ça. Heureusement qu'il a fini par partir et qu'il a bien voulu croire Maggie, parce que sinon, je sais pas comment elle aurait géré ça. Peut-être que c'est elle qui aurait déménagé, je pense. J'imagine que c'est pas la première fois que ça lui arrive et que peut-être que des personnes proches de lui l'ont raconté qu'il était pas net. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il devrait vraiment se faire traiter, voir un médecin. Enfin, après, c'était pas le rôle de Maggie de s'occuper de ça, donc... mais je pense qu'il y a eu de gros troubles psychologiques. Je pense, c'est sûr même. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas. La citation du jour est « Ne fuis pas un défi parce que tu as peur. Cours plutôt vers lui, car la seule façon d'échapper à la peur, c'est qu'elle foule sous tes pieds. » Au revoir les poussins.